spéciales. Questions orales. The Honourable Leader of the Opposition. Dans ses 28 voyages, le premier ministre n'a pas réussi à réduire un seul tarif de l'étranger sur les Canadiens, mais il a eu les gains pour Brookfield. Quelques journées après son rencontre avec le président Trump, le président a signé pour acheter 80 milliards de dollars des produits nucléaires de Brookfield. Et maintenant, le premier ministre dépense 500 millions de dollars pour le programme spatial en Europe, situé sur le campus de Brookfield. Pourquoi chaque fois que le premier ministre va ailleurs, les Canadiens deviennent plus pauvres et Brookfield, son entreprise, devient plus riche? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme d'habitude, le chef d'opposition doit vérifier ces chiffres. Le gouvernement de l'Indonésie a réduit les tarifs sur les biens canadiens sur 95% de nos biens et services. Et le gouvernement des Émirats arabes unis va investir 70 milliards de dollars dans ce pays. L'honorable chef de l'opposition. Depuis que le premier ministre a été élu, il avait promis de négocier une victoire auprès des États-Unis. Les tarifs américains sur le secteur automobile, l'aluminium et l'acier ont doublé ou triplé. Et il n'y a aucun tarif qui a été réduit depuis la promesse faite par le premier ministre. Et puis maintenant, il dit... On s'en fiche, qui s'en soucie? Mais vous savez quoi? Moi, je m'en soucie parce qu'il y a 3000 travailleurs du secteur automobile qui ont perdu leur emploi à Brampton. Il y a aussi 8 usines qui ont fermé leurs portes parce que le premier ministre n'a pas conclu d'accord. Les travailleurs dans ces usines s'en soucient. Les Canadiens s'en soucient. Pourquoi est-ce que le premier ministre, lui, il s'en fiche? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, depuis que je suis devenu premier ministre, le Canada a obtenu les tarifs les plus faibles par rapport à tous les autres pays. Oui, Monsieur le Président. Il y a des secteurs comme le secteur automobile, l'acier, le bois d'œuvre et l'aluminium qui sont sous pression. On s'en soucie. Nous travaillons dans le dossier. Une annonce sera faite cette semaine à cet égard. L'honorable chef de l'opposition. Avant l'élection, le premier ministre avait dit qu'on allait jouer des coudes. Mais après, il a dit qu'il s'en soucie. Avant l'élection, il a dit que les tarifs, c'était une crise existentielle. Et puis maintenant, il a dit que ce n'est pas un sujet brûlant. Ensuite, après avoir promis une victoire auprès des Américains, il a reculé et maintenant les tarifs ont doublé dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. Et puis, pour ce qui est du secteur automobile, ça a triplé. Et il nous avait promis à l'économie qui croîtrait le plus parmi les pays du G7. Et puis maintenant, nous avons l'économie qui se contracte le plus. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le soir de l'élection, j'ai eu le plus grand honneur qu'il soit d'être élu par mes concitoyens. Et j'ai été élu député en Chambre, tout comme mes collègues ici, et j'ai dit que si je commettrais une erreur, j'allais l'admettre. J'ai mal choisi mes mots, je l'admets, et nous allons obtenir le meilleur accord qui soit, et nous allons le faire. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre a commis une erreur. En fait, il a commis beaucoup d'erreurs. Il n'a fait que cela. On n'a qu'à voir ce qui se passe dans le domaine commercial. Il a dit qu'il allait négocier une victoire par rapport au bois d'œuvre. Et puis maintenant, il dit qu'il s'en fiche. On s'en fiche. Mais les conservateurs, eux, s'en soucient. Après que Stephen Harper a pris le pouvoir, il a signé un accord sur le bois d'œuvre et puis il a même obtenu des compensation. Puis maintenant, les tarifs ont triplé sur le bois d'œuvre. Le premier ministre a dit qu'il s'en soucie, mais moi, je peux vous dire au nom de tous les députés de ce côté-ci de la Chambre, on se soucie des emplois qui ont été perdus dans le secteur du bois d'œuvre. Pourquoi lui ne s'en soucie-t-il pas?
Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement veut créer des emplois. Et voilà pourquoi nous avons déposé un budget en Chambre qui permet de catalyser 1 billion de dollars au cours des 5 prochaines années. Et les députés d'en face, avant même d'entrer dans la Chambre, avaient décidé de voter contre le budget, de voter contre les travailleurs canadiens, de voter contre l'avenir du Canada. Mais nous croyons dans notre pays et nous le rendons plus fort. L'honorable chef de l'opposition. China... Les Chinois, les Américains et l'Inde ont haussé leurs tarifs sur le Canada depuis que le premier ministre a commencé son tour du monde. Et en fait, il n'a obtenu aucune victoire. Oh non, il a obtenu une victoire pour Brookfield. Après qu'il ait rencontré le président américain, Trump a signé un contrat de 80 milliards de dollars de produits nucléaires pour Brookfield. Et ensuite, il a donné 500 millions de dollars de l'argent des contribuables pour un campus qui appartient à Brookfield. Alors, pourquoi est-ce qu'il dépense de notre temps et de notre argent pour enrichir Brookfield, alors que les Canadiens, eux, deviennent de plus en plus pauvres? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que le chef de l'opposition doit revoir ses chiffres. L'Indonésie a réduit ses tarifs sur 95 des biens canadiens. Le Canada a le meilleur accord qui soit avec les États-Unis. 85 de nos biens sont exempts de tarifs douaniers. Et les Émirats arabes unis ont confirmé qu'ils veulent investir 70 milliards de dollars car ils croient dans l'avenir du Canada. Comment se fait-il qu'en face, on n'y croit pas? L'honorable chef de l'opposition. Et il est arrivé quelques jours après que Brookfield ait obtenu des intérêts qui n'ont rien à voir avec le Canada. Et en fait, parlant d'intérêts, le premier ministre était contre le pipeline qui puisse acheminer les produits albertains jusqu'au Pacifique, tout comme son prédécesseur qui avait bloqué ce même pipeline. Or, jeudi, il va faire une très grande annonce par rapport à un protocole d'entente qui, en fait, est un document insignifiant. Mais j'aimerais savoir quel jour va-t-on commencer la construction du pipeline pour relier l'Alberta au Pacifique? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, parfois, toute la vérité sort dans une seule question. Le protocole d'entente que nous négocions avec l'Alberta aménage des conditions nécessaires, mais pas des conditions suffisantes parce que nous croyons dans un fédéralisme de coopération et nous croyons que le gouvernement de la Colombie-Britannique doit être d'accord, ainsi que les Premières Nations. Ils doivent être d'accord aussi. Inaudible pour l'interprète. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, les libéraux sont des tricheurs. On le savait. On va attendre un peu plus de calme pour qu'on puisse entendre l'honorable député de Saint-Jean. Alors, allez-y. Monsieur le Président, les libéraux sont des tricheurs. On le savait en 95, on en a la preuve maintenant. Le ministre de l'Immigration de l'époque a confirmé que Jean Chrétien lui a demandé d'accélérer l'octroi de la citoyenneté à autant de personnes que possible pour qu'elles votent au référendum. Les libéraux avouent qu'ils ont instrumentalisé l'immigration lors du scrutin. Le mois dernier, Jean Chrétien avouait aussi toutes les bassesses auxquelles il était prêt en cas de victoire du oui pour ne pas reconnaître le vote démocratique des Québécois. Les libéraux sont des tricheurs. Si les Québécois tiennent un nouveau référendum, est-ce qu'ils vont encore tricher? Le très honorable Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on respecte les votes des Québécois avec 45 députés libéraux ici maintenant. Et quand le Bloc chicane, les députés québécois libéraux et le gouvernement du Canada bâtir ce grand pays. Exactement. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, je le
répète, les libéraux ont triché lors du référendum. Le camp du oui, lui, il était démocratique. La preuve, c'est la noblesse avec laquelle les Québécois ont accepté les résultats en 95. Mais ils l'ont accepté en pensant que la démocratie avait parlé, alors que cette démocratie-là était entachée par les libéraux. Les libéraux ont truqué les résultats et Jean Chrétien en aurait même rajouté une couche en cas de victoire du oui pour que le vote des Québécois ne soit pas reconnu. Alors qu'un troisième cycle référendaire s'ouvre, est-ce que les fédéralistes vont enfin débattre démocratiquement au lieu de tout miser sur la tricherie et les histoires de peur? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le Bloc concentre sur le passé, le gouvernement concentre sur l'avenir. Avec la confiance, avec l'audace, avec l'ambition pour le Québec, pour le Canada. Rejoignez-nous. L'honorable député du Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, il y a des gens qui attendent leur citoyenneté pendant des années, puis Ottawa fait traîner leur demande librette, ils se tournent les 2 pouces, bien assis sur son steak. Sauf que là, on la connaît, la solution libérale. Il suffirait d'un référendum au Québec pour que finalement Ottawa s'active. On imagine la conversation. Vous voulez qu'on traite votre dossier plus rapidement? Oui? OK, vous allez voter non, n'est-ce pas? Pour remercier le bon gouvernement canadien? Monsieur le Président, comment ça se fait que le système d'immigration du Canada fonctionne jamais, sauf quand c'est le temps de nuire au Québec? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, encore de la paix. Le Canada attrait les meilleurs du monde. Et les meilleurs du monde, les meilleurs Canadiens, tous les Québécois, toutes les Québécoises veulent bâtir ce grand pays avec le gouvernement. Exactement. The honorable leader of the opposition. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre apparemment n'a pas lu la Constitution parce qu'il est indiqué que le gouvernement fédéral est le seul à avoir exercé une autorité pour ce qui est des pipelines qui traversent les frontières. Il est indiqué que c'est le gouvernement fédéral qui a l'autorité nécessaire lorsqu'il s'agit d'un pipeline qui va d'une province à l'autre. Donc, ça veut dire qu'il ne revient qu'au gouvernement fédéral d'approuver un pipeline et le gouvernement libéral précédent avait bloqué l'ancien pipeline. Alors, va-t-il exercer son droit de veto pour permettre au premier ministre de la Colombie-Britannique de bloquer un projet dont le Canada a besoin? Le leader en Chambre. Bon, on a parlé de ce long pipeline la semaine dernière et ça faisait 10 ans que le pays s'emballait pour ce pipeline et c'était au moment où le député faisait partie du gouvernement qui a fait en sorte qu'aucun centimètre de pipeline a été construit. Mais maintenant, nous avons affaire à un gouvernement qui a acheté le pipeline Trans Mountain. Et puis maintenant, nous allons devenir une superpuissance énergétique. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est assez embarrassant. Le premier ministre qui affirme être l'homme qui a un plan ne prend même pas la parole pour débattre d'un pipeline sur le parquet de la Chambre. L'ancien gouvernement conservateur avait approuvé un pipeline pour acheminer nos ressources jusqu'aux côtes et ensuite les libéraux ont détruit le projet et ils ont donné beaucoup de pouvoir aux Américains pour monopoliser notre pétrole. Est-ce que le premier ministre va enfin agir parce qu'il y a 8 mois, il a dit qu'il allait travailler très rapidement? Va-t-il enfin défendre les travailleurs et permettre le pipeline? Le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, notre gouvernement comprend à qui revient l'autorité pour un pipeline interprovincial. Mais parallèlement, notre gouvernement a été clair. Les promoteurs de grands projets n'ont toujours pas été désignés et nous devons collaborer avec les administrations concernées ainsi qu'avec les Premières Nations. Ils ne le comprennent pas, mais la première ministre de l'Alberta le comprend. Ils veulent travailler avec nous. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, c'est pathétique.
Le premier ministre ne prend pas la parole en Chambre pour défendre sa position. Il a peur de défendre le fait que jeudi, il ne va pas approuver un nouveau pipeline. Il va s'adonner à une séance photo publique. Il va se tenir à côté du premier ministre de la Colombie-Britannique et abdiquer sa responsabilité. S'il veut vraiment un pipeline et s'il veut tourner le dos à l'idéologie extrémiste qui visait à garder nos ressources dans le sol depuis les 10 dernières années, alors pourquoi n'autorise-t-il pas ce pipeline pour acheminer ses ressources jusqu'au Pacifique? Le ministre des Ressources naturelles. Attendez un instant. On n'a pas encore donné le feu vert. Le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, le chef de l'opposition ne semble pas comprendre comment est-ce qu'on peut construire un pipeline. La première ministre de l'Alberta le comprend. Il faut collaborer avec notre gouvernement pour rendre le Canada plus fort. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, je m'adressais au premier ministre. Il est ici, à Ottawa. Il est capable de prendre la parole et de défendre sa position. Il a dit qu'il allait agir avec une célérité incroyable. Mais 8 mois plus tard, il refuse de déclarer s'il appuie un nouveau pipeline ou s'il a l'intention de vendre ce pétrole à rabais aux Américains alors que les Canadiens perdent au change. Alors, qu'est-ce que ça prendra pour qu'il approuve ce pipeline? Ça prendra un pipeline Brookfield? Le leader en Chambre. Monsieur le Président, les projets de ressources naturelles et les projets interprovinciaux sont nombreux. Et le gouvernement fédéral a un rôle unique à jouer. Nous devons faire en sorte que nos obligations envers les Premières Nations ainsi qu'aux autres provinces et aux localités soient respectées. Nous devons tenir des consultations. Il faut que ces conditions soient remplies d'abord pour aller de l'avant. Le chef de l'opposition, maintenant qu'il est juste là, peut-être voudra prendre la parole et dire quelle partie du processus il ne respecterait pas. L'honorable chef de l'opposition. Bon, ce n'est pas que je respecte le fait que l'on brade notre pétrole en le vendant en rabais aux Américains au détriment des Canadiens. Il faut lancer le projet. Le premier ministre a le pouvoir constitutionnellement de lancer le projet parce que, d'après la loi, il peut prendre cette décision unilatéralement. Mais le premier ministre refuse de répondre. Il y a 8 mois, il a dit qu'il allait agir avec une célérité formidable. Alors, pourquoi ne pas s'écarter du chemin? Le leader en Chambre du gouvernement. Il y a des dizaines de grands projets qui sont en filière et nous sommes en train de bâtir le pays à une vitesse formidable. Et nous travaillons pour les travailleurs, pour les jeunes. Nous travaillons dans le logement, le bois d'œuvre, l'aluminium, le secteur automobile. Voilà ce que nous faisons. Mais ce qui est choquant, c'est que le chef de l'opposition, lui, prend la parole en Chambre et prétend, et ce faussement, qu'il est capable de forcer la main aux Canadiens qui ont leur mot à dire dans ce projet. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre se cache sous son bureau et il demande à son leader en Chambre de faire tout un spectacle. Mais le premier ministre avait dit qu'on faisait affaire à une crise existentielle et on devait agir à une vitesse incroyable. Et puis, pourtant, 8 mois plus tard, le premier ministre n'a même pas le courage de dire aux Canadiens s'il appuie un pipeline qui nous permettrait de contourner le monopole de notre énergie qui est accordé aux Américains et pouvoir acheminer notre produit au reste du monde. Alors, pourquoi ne pas prendre la parole en Chambre et répondre à la question? Est-ce qu'on va avoir un pipeline ou simplement un rêve? Le leader en Chambre.
Bon, parlant de faire du spectacle, j'ai demandé au chef de l'opposition hier de se prononcer sur le fait que 2 choses considérables ont été dites par des membres de son caucus la semaine dernière. La députée de Calgary-Midnapore a déclaré que le premier ministre manquait de loyauté envers le Canada. Et ensuite, il y a un autre député qui a affirmé que les immigrants étaient la cause du ralentissement économique au Canada. Il devrait présenter des excuses pour ses propos. Bon, j'imagine seulement la période des questions de mercredi. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, bon, on parle de loyauté du premier ministre, mais c'est ce même premier ministre qui refuse de se prononcer sur un pipeline qui pourrait permettre au Canada d'acheminer son pétrole vers d'autres pays, alors que lui, il a une compagnie qui investit dans le pétrole dans le Moyen-Orient et dans l'Amérique latine. C'est le premier ministre qui fait en sorte que maintenant on dépense davantage que les Canadiens paient davantage de taxes que ce qu'ils peuvent mettre sur leurs vêtements. Et il encourage aussi une entreprise à cacher son argent dans des paradis fiscaux comme les Bermudes. Alors pourquoi ne pas se défendre et prendre la parole? La ministre de l'Emploi. Inaudible pour l'interprète. Does the honourable member have a question? Est-ce que le député a une question à poser? La ministre de l'Emploi. Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Congrès du travail du Canada et d'autres syndicats ont fait l'éloge du budget de 2025. Et puis, vous savez quoi? C'est parce qu'il y a des investissements historiques dans des projets d'infrastructure d'envergure qui vont créer d'excellents emplois à l'échelle du pays. Nous appuyons les Canadiens grâce à l'allocation canadienne pour enfants qui a été indexée par rapport à l'inflation et nous aidons aussi au recyclage professionnel. Mais ces députés ont voté contre les Canadiens à chaque occasion. Les Canadiens savent à qui ils ont affaire. Repentigny. Monsieur le Président, c'est officiel, le Canada abandonne la lutte au changement climatique. Le premier ministre va l'annoncer jeudi en lançant un tout nouveau pipeline de pétrole sale de l'Ouest. Un autre, après Trans Mountain, qui a coûté 34 milliards aux citoyens et qui va nous coûter encore plus cher en dérèglement climatique. Un nouveau pipeline qui, grâce à C5 et à C15, il va pouvoir se soustraire aux évaluations environnementales et aux lois. Un instant. Même si le député est un peu éloigné, j'ai quand même des haut-parleurs. Puis même avec les haut-parleurs, j'ai pas pu l'entendre. Alors, l'honorable député de Repentigny peut commencer au début. Monsieur le Président, je pense que le premier ministre ne veut pas l'entendre, celle-là. C'est officiel, le Canada a abandonné la lutte au changement climatique. Ils vont l'annoncer jeudi avec un nouveau pipeline de pétrole sale de l'Ouest. Un autre, après Trans Mountain, qui a coûté 34 milliards aux citoyens canadiens et qui va nous coûter encore plus cher en dérèglement climatique. C'est un jour noir, Monsieur le Président. Noir comme le pétrole sale dans lequel les libéraux se roulent. Est-ce qu'ils ont encore des convictions vertes? Clairement pas. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Monsieur le Président, je l'ai dit avant et je vais le dire de nouveau. Notre gouvernement s'engage à chaque jour pour lutter contre le changement climatique. Mais s'il veut parler de grands projets, j'aimerais bien parler du projet hydroélectrique d'ICAL 8. Ça va aider des communautés au nord à avoir de l'énergie propre. Ça, c'est quelque chose d'important pour la santé et pour l'environnement. Et on pourrait parler d'un train à grande vitesse. Ça va être important pour nos communautés. On fait le travail. On va lutter contre le changement climatique à tous les jours. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, le 14 mai, le ministre du Patrimoine déclarait que c'est pas le bon moment pour des pipelines. Bien, pour son parti, c'est toujours le bon moment. Parce qu'après Trans Mountain, il annonce un deuxième pipeline de pétrole sale de l'Ouest.
Monsieur le Président, on se rappelle des années de Stephen Harper comme étant des années noires pour l'environnement, mais même Stephen Harper, il n'a même pas approuvé un seul pipeline. Les libéraux, ils vont en avoir approuvé 2, Monsieur le Président, y compris le ministre du Patrimoine. Qu'est-ce qu'il fait encore assis là? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est impressionnant d'entendre les membres du Bloc québécois aujourd'hui, Monsieur le Président, alors qu'on a un budget générationnel qui investit dans des infrastructures, qui investit dans des corridors nationaux, qui va permettre d'avoir des projets d'énergie propre à travers le pays, Monsieur le Président. Si j'étais dans le Bloc québécois aujourd'hui, je me lèverais pour applaudir le budget 2025. Mais le jour du budget, ils se sont cachés, Monsieur le Président. Ils vont être obligés d'expliquer aux Québécois, aux Québécoises, pourquoi ils votent contre des projets verts à travers le pays, Monsieur le Président. De ce qu'on décide de la Chambre, on sera toujours là pour bâtir un Canada fort. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, comme ils l'ont fait il y a 30 ans, les libéraux veulent donner le droit de citoyenneté à n'importe qui de façon arbitraire. Et oui, dans le projet de loi C-12, les libéraux veulent donner le pouvoir de changer les visas des résidents temporaires pour créer des statuts de résidents permanents. Ils pourront, et je cite, annuler ou modifier des visas de résidents permanents ou temporaires, des permis de travail, des permis d'études, des permis de séjour temporaire, des autorisations de voyage électronique, des cartes de résidents permanents ou tout autre document. Les libéraux veulent accélérer l'accès à la citoyenneté. Est-ce qu'ils font ça dans l'intérêt du Canada ou dans l'intérêt du Parti libéral? L'honorable ministre de la Citoyenneté, des Réfugiés et de l'Immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce gouvernement se concentre sur l'avenir. On va réduire les résidents temporaires, on va prioriser l'immigration économique et aussi grandir les communautés francophones. J'espère que les Blocs et les conservateurs vont nous appuyer. Honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, j'espère que la ministre va lire son propre projet de loi, qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de faire. Là-dessus, Monsieur le Président, en fin de semaine, lors du sommet du G20, lorsqu'on a demandé à ce premier ministre s'il comptait s'entretenir avec le président américain, il a répondu « Who cares? » Ça veut dire en français « Who cares? » Hein, Monsieur le Président? Là aussi, on apprend du rapport du chef de l'exploitation de Brookfield, qui a témoigné au comité parlementaire que 95 des entreprises détenues par Brookfield ne sont pas soumises à l'examen d'éthique du premier ministre. Cela signifie que le premier ministre va personnellement tirer profit d'au moins 1900 entreprises rentables. Maintenant, nous comprenons pourquoi il se fout carrément des 38 000 employés du secteur de l'aluminium du Québec. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, à force de répéter ces allégations sans contenu, vides et totalement vides de vérité, c'est quand même étonnant de ce député qui est quand même expérimenté. Il le sait très bien. Nous avons un code d'éthique parmi les plus stricts du monde entier. Le premier ministre le suit, ce code-là, avec rigueur et va continuer de le faire. Le député de York-Durham. Le premier ministre a été élu en promettant de négocier une victoire. Un bon accord avec les Américains. Mais le week-end dernier, on lui a demandé où on en était et il a dit on s'en fiche, c'est juste des détails, je parlerai au président quand ce sera important. Mais qui se soucie de notre relation commerciale la plus importante? Les Canadiens. Le secteur automobile en Ontario, c'est plus qu'un détail. C'est important pour les milliers de travailleurs dans la région de York et de Durham. Et c'est important maintenant. Est-ce que le premier ministre peut expliquer aux travailleurs de l'automobile de l'Ontario s'il s'en fiche effectivement? Le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Nous l'avons dit hier, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que les collègues d'en face continuent de répéter la même chose encore et encore qu'elle va devenir vraie. Nous avons dit que le gouvernement va toujours défendre les travailleurs du secteur automobile, de l'acier, de l'aluminium et du bois d'œuvre. Et contrairement aux conservateurs, notre gouvernement ne veut pas signer n'importe quel accord. Nous voulons signer un accord qui soit dans l'intérêt des travailleurs canadiens et de l'économie canadienne. Et nous allons continuer d'appuyer ces secteurs alors que nous passons cette période difficile. Le député de Kenora-Kiiwetinoong. Le premier ministre s'est proclamé maître négociateur dans ses relations avec les Américains. Il a promis de négocier une victoire avant le 21 juillet.
Maintenant, plusieurs mois après avoir échoué, il dit « on s'en fiche ». Bien, Monsieur le Président, je peux vous dire qui ne s'en fiche pas. Les conservateurs ne s'en fichent pas, tout comme les centaines d'ouvriers d'une usine à Ear Falls qui ont perdu l'emploi. Pour eux, c'est important. Alors, le Premier ministre va-t-il regarder ces travailleurs et leur dire si finalement ils s'en fichent? Le ministre des Ressources naturelles, Monsieur le Président, on se soucie du secteur de la foresterie. On a annoncé 1,2 milliard de dollars en aide à ce secteur. C'est pourquoi nous allons rencontrer quasiment au quotidien les représentants de l'industrie. On les a rencontrés hier soir, justement. On a de bonnes nouvelles pour l'opposition. Il y aura de nouvelles mesures d'aide annoncées cette semaine pour le secteur des produits forestiers. Honorable député de Regina-Westcana. Monsieur le Président, pendant la campagne électorale, ce Premier ministre a dit qu'il allait jouer des coudes pour faire face à la crise existentielle des droits de douane de Trump. Maintenant, plusieurs mois après avoir échoué à négocier une victoire, il nous dit « on s'en fiche ». Eh bien, je vous dire qui s'en fiche pas. Les conservateurs, eux, s'en soucient, tout comme les 1200 travailleurs de l'acier d'Interpro Pipe and Steel à Regina, dont les emplois sont menacés à cause de cette guerre commerciale. Comment le Premier ministre peut-il regarder ces 1200 travailleurs de l'acier d'Interpro Pipe and Steel et leur dire « on s'en fiche ». Honorable ministre, encore une fois, Monsieur le Président, notre collègue continue de répéter des phrases alors qu'il sait que ça ne reflète pas la réalité. Par contre, ce qui est vrai, c'est que notre gouvernement a toujours appuyé les hommes et les femmes qui travaillent dur dans le secteur de l'acier dans chaque région du pays. On a mis sur pied des mesures d'aide sans précédent. Nous allons en faire plus. Le Premier ministre a rencontré les dirigeants du secteur la semaine dernière. Monsieur le Président, nous allons toujours être là pour défendre les hommes et les femmes du secteur de l'acier et de l'économie canadienne. Le député de Milton Est, Halton Hills Sud. Monsieur le Président, les Canadiens veulent de vrais résultats, de nouveaux emplois, de nouveaux débouchés et une croissance qui sera bonne pour les familles, les entreprises et les familles, comme dans ma circonscription. La semaine dernière, le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères étaient aux Émirats arabes unis en Afrique du Sud pour conclure des accords, pour obtenir de nouveaux débouchés et mettre en valeur ce que notre pays a à offrir. La ministre des Affaires étrangères peut-elle dire ce que le Canada a fait pour tirer parti de nos atouts, pour offrir plus d'avantages concrets aux Canadiens? La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je remercie la députée pour sa question. Partout où je vais, les gens me disent qu'ils veulent plus de Canada. Et la semaine dernière, le Premier ministre a lui-même obtenu le plus gros engagement d'investissement, 70 milliards de dollars. Et on a aussi lancé des négociations commerciales avec l'Inde pour un accord économique global avec l'Inde. Nous baptisons l'économie la plus forte du G7 en allant chercher des investissements sans précédent. Vive le Canada! L'honorable député de Foothills. Il y a 3 ans, la ministre des Finances avait promis aux Canadiens qu'elle allait stabiliser les prix des aliments avant l'Action de grâce. Ça fait 3 actions de grâce qui se sont écoulées. L'inflation alimentaire est 50% plus élevée que l'objectif fixé. Qu'est-ce qui a mal tourné? Le ministre des Finances avait promis des outils comme le Code de conduite des épiceries. Il dit que ça allait faire baisser le prix des aliments. Eh bien, tous les experts au Comité de l'agriculture, y compris le président du Code, a dit que ça n'avait jamais été conçu pour faire baisser le prix des aliments. Le ministre des Finances va-t-il donc expliquer aux Canadiens pourquoi il a promis que ce code allait faire baisser le prix des aliments alors qu'il savait très bien que ce ne serait pas le cas? L'honorable ministre des Emplois et des Familles. Eh bien, parlons de choses différentes. Les conservateurs parlent de taxes qui n'existent pas, puis pendant ce temps-là, nous aidons les Canadiens à faire face au coût de la vie. Chaque année, par exemple, l'allocation canadienne pour enfants, la sécurité de la vieillesse sont indexées à l'inflation. Et qu'est-ce qui arrive chaque année? Chaque année, Monsieur le Président, les conservateurs volent contre ces augmentations, ces bonifications qui pourtant aident les Canadiens à faire face au coût de la vie. Enfin, permettez-moi de citer Sylvain Charlebois, le food professor, qui dit chaque année, on voit que le changement climatique est le facteur le plus important pour le prix des aliments. Le député de Foothills. En fait, Monsieur le Président, le prix des aliments augmente parce que le gouvernement libéral est le plus cher de toute notre histoire. Chaque fois que le Premier ministre met la main dans le portefeuille des Canadiens, il fait grimper le prix de tout. Et on voit
avec leurs propres taxes imaginaires comme celle sur le carburant ou la taxe carbone industrielle plus élevée, eh bien, tout est plus coûteux. Le prix de production, le prix de transport, le prix à l'achat. Au moment où l'inflation alimentaire augmente 40 fois plus vite ou 40% plus vite qu'aux États-Unis. Pourquoi le Premier ministre est-il tant déterminé à envoyer les Canadiens à la banque alimentaire en augmentant ses taxes sur les aliments et le carburant? Le secrétaire d'État aux institutions financières. Monsieur le Président, si ce chef, ce député et ce parti se souciaient vraiment de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, eh bien, ils n'auraient pas voté contre des avantages automatiques qui accordent 5,5 à 5,5 millions de Canadiens, des avantages dont ils ne se prévaudraient pas. Des avantages comme l'allocation canadienne pour enfants, le crédit d'impôt pour les handicapés. Bref, tout ce qui intéresse ce chef, c'est de garder son travail malgré ces piètres sondages. Nous nous soucions des Canadiens et nous allons leur livrer la marchandise. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Lethbridge, eh bien, c'est clair que les familles partout au pays ont du mal à s'acheter les produits de base. Avec ce gouvernement libéral, bien des Canadiens ne peuvent plus se nourrir. Depuis 2017, le prix de la formule du lait maternalisé a augmenté de 84%. Certains sont tellement désespérés que c'est un des éléments les plus volés. Hier, le secrétaire d'État aux enfants et à la jeunesse nous a dit ou a suggéré que les bébés devraient peut-être s'inscrire au programme alimentaire dans les écoles. Les libéraux comprennent-ils que les bébés ne vont pas à l'école? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur le Président, écoutez, la meilleure solution pour faire baisser le prix des aliments, eh bien, le vice-président de Costco a dit, et je dis, qu'est-ce qui fait augmenter le prix des aliments? Eh bien, c'est le prix des marchandises. Quand on a une mauvaise récolte, le prix augmente. Quand on a une bonne récolte, le prix baisse. Ça n'a rien à voir avec les politiques. Nous voulons des solutions pour faire baisser le prix des aliments. Il faut appuyer nos agriculteurs et pour qu'ils aient une meilleure résilience face au changement climatique. La députée de Lethbridge. Donc, j'imagine que la réponse est oui. Les libéraux pensent que les bébés devraient juste aller s'inscrire au programme alimentaire dans les écoles. C'est ridicule que les libéraux aiguillent les bébés qui ont faim vers ce programme alimentaire dans les écoles. Dans un pays comme le Canada, les parents doivent décider entre payer leurs factures ou acheter les produits de base pour leurs bébés. Écoutez, c'est une question de vie ou de mort, littéralement, et les libéraux en face haussent les épaules comme s'ils ne pouvaient rien faire, comme s'ils s'en fichaient. Quand le Premier ministre va-t-il arrêter ses dépenses inflationnistes pour que la vie redevienne abordable pour les Canadiens? Le secrétaire d'État aux enfants et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on comprend que tous les parents qui ont du mal à nourrir leurs enfants ne devraient pas exister. Bon, on a dû importer du lait maternisé, donc le prix est dû à des facteurs externes. Il faut accroître notre résilience. Et l'allocation canadienne pour enfants, contre laquelle les conservateurs votent, s'élève à près de 8 000 $. C'est de l'argent libre d'impôt dans la poche des familles canadiennes. Député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Chaque dollar dépensé par le premier ministre sort directement de la poche des Canadiens. Le gouvernement a accepté que le Conseil national de recherche du Canada a dépensé plus de 60 000 $ d'argent public sur des meubles de terrasse pendant que les gens ont de la misère à mettre de la nourriture sur leur table. Monsieur le Président, tout le monde aime prendre le soleil, mais le gouvernement ne devrait pas le faire aux frais des contribuables. Quand ce gouvernement libéral va-t-il cesser de jeter de l'argent par-dessus les terrasses? Ah, bonne chose, bonne L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie. De toutes les organisations gouvernementales qu'elles suivent scrupuleusement le processus d'approvisionnement décrit. C'est pourquoi notre gouvernement procède à un examen complet des économies qui peuvent être réalisées au sein du gouvernement. Et pendant ce temps, nous savons que ce Conseil fait de très important travail pour la croissance économique du Canada. Merci.
Député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, le prix des aliments a augmenté près de 40 plus vite au Canada qu'aux États-Unis. Selon le bureau du directeur parlementaire du budget que les libéraux veulent congédier dans les prochains jours, les taxes cachées feront grimper le prix de l'essence jusqu'à 17 sous du litre. Monsieur le Président, les libéraux avaient l'occasion de réduire le coût des aliments pour les ménages canadiens. Pourquoi le premier ministre maintient-il une taxe cachée de 17 cents du litre sur le carburant qui rend la nourriture encore plus chère? Bonne question. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur le Président, nous cherchons des solutions pour faire baisser le prix de la nourriture. Mais vous savez, Monsieur le Président, les vraies solutions sont basées sur des vrais faits. Alors, la semaine passée, au comité de l'agriculture, le vice-président de Costco était là et il a dit, je cite, « Qu'est-ce qui cause l'inflation sur le prix des aliments, Monsieur le Président? Ce sont le prix des aliments causés par les variations climatiques. Quand on a une bonne récolte, ben oui, les prix sont moins chers. Mais quand c'est pas bon à cause des changements climatiques, Monsieur le Président, c'est là où ça coûte cher. Ce gouvernement travaille sur des... L'honorable député de Newmarket, Aurora. Ce gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Un père de famille de Newmarket, qui est ingénieur, m'a dit... On ne peut même pas couvrir nos frais maintenant. Je ne peux plus payer l'hypothèque et les services et les impôts. La nourriture, les transports et l'assurance, bon, c'est difficile. Les Canadiens se débattent, mais les libéraux maintiennent une taxe punitive sur le carburant qui ajoute 17 sous au litre d'essence à la pompe. Ils augmentent aussi le coût pour les parents qui vont au travail, le coût pour les agriculteurs et les camionneurs qui transportent nos aliments. Pourquoi le premier ministre s'accroche-t-il à cette taxe sur le carburant et double-t-il les dépenses inflationnistes? La ministre, plutôt que de parler de fausses taxes, les conservateurs devraient appuyer des mesures qui mettent un peu plus d'argent dans la poche des Canadiens. En tant qu'ancienne mère seule, eh bien, je peux vous dire que ce qui aide les parents et les familles, c'est d'avoir de l'argent en poche. Donc, quand on indexe l'allocation canadienne pour enfants en fonction de l'inflation, ça met de l'argent dans la poche des Canadiens qui peuvent s'en servir pour acheter les choses dont ils ont besoin. C'est très simple, Monsieur le Président, mais ça semble être très difficile pour les conservateurs de comprendre cela. Honorable député de Newmarket, Aurora. Écoutez, imaginaire comme taxe, le gouvernement libéral prétend que les pressions financières sont imaginaires. Voilà un autre message d'un autre habitant de Newmarket qui dit que, alors que le coût de la vie augmente mais que nos salaires n'augmentent pas, on est poussé vers la pauvreté. 4 Canadiens sur 5 disent que les aliments sont leur principale préoccupation lorsqu'ils payent leurs factures. Statistique Canada clique que le bœuf a augmenté de 17 %, le lait maternisé de 6 %, le café de 34 %. Ça, c'est pas imaginaire. Les libéraux devraient frapper à quelques portes, demander aux personnes qu'ils représentent ce qu'ils pensent de la réalité. Alors, je demande pourquoi les libéraux font-ils semblant que les difficultés des Canadiens n'existent pas? Le secrétaire parlementaire. Eh bien, Monsieur le Président, le député d'en face a loupé sa chance, aurait pu voter pour un allègement d'impôts qui aurait été bon pour des millions de Canadiens dans sa circonscription. Ce matin, elle a parlé des ingénieurs. Ce matin, j'ai rencontré le syndicat international des ingénieurs en opération, 18 000 au total en Ontario. De quoi avons-nous parlé? De l'importance de la petite enfance et des garderies, parce que c'est important pour former les ingénieurs de demain, mais aussi pour aider les familles qui ont besoin d'une garderie abordable pour aller au travail. Le député de Simcoe Nord, il a été rapporté que le gouvernement envisageait de lever l'interdiction des pétroliers pour soutenir un oléoduc Est-Ouest. Le problème, c'est que certains députés libéraux et même ministres s'opposent à cette proposition. Donc, qui parle au nom du gouvernement? Le ministre va-t-il enfin préciser la situation? Va-t-il confirmer que le gouvernement va faire ce que les conservateurs demandent depuis longtemps? Supprimer le plafonnement des émissions et lever l'interdiction des pétroliers pour que nos ressources puissent enfin être exportées. Le ministre des Ressources naturelles, Monsieur le Président, nous allons faire le nécessaire, à savoir bâtir un Canada fort. Le Premier ministre a été clair. Les grands projets n'iront de l'avant que après une évaluation environnementale rigoureuse et des contributions claires aux objectifs climatiques du Canada. Monsieur le Président, demain marque la journée de la sensibilisation à la violence économique, une initiative canadienne désormais observée partout dans le monde. La violence économique comme la restriction de l'accès à l'argent, le sabotage de l'emploi ou l'endettement forcé est une forme courante de violence fondée sur le sexe.
Elle prive les personnes de leur autonomie et limite leur capacité à bâtir une vie stable et épanouissante. Je suis fière d'avoir voté en faveur d'un budget qui a introduit des mesures pour lutter contre la violence économique. Le ministre des Finances pourrait-il rappeler à ceux qui ont voté contre ce budget à quoi ils se sont opposés? Bonne question. L'honorable ministre des Finances. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier ma collègue pour son excellente question et aussi pour son leadership sur cette question. Prévenir la violence économique, c'est garantir l'accès à l'information aux ressources financières. Bonne nouvelle, M. le Président, même les conservateurs devaient être contents. Dans le budget de 2025, nous avons annoncé notre intention d'élaborer un code de conduite volontaire pour la prévention de la violence économique. Pour ce faire, nous allons collaborer avec le secteur financier canadien pour assurer un dépistage précoce des violences économiques. Monsieur le Président, malheureusement, on a vu certains députés voter contre le budget dans cette Chambre, alors qu'on devrait tous s'unir contre la violence économique. L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Thousand Islands. Les Canadiens doivent savoir que toutes les décisions que prend le premier ministre sont dans l'intérêt national, pas dans son intérêt financier. Hier, en comité, Brookfield est venu confirmer que chaque fois que Brookfield gagne de l'argent, le premier ministre, lui, gagne de l'argent. 1900 entreprises de la propriété de Brookfield ne sont pas couvertes par le filtre d'éthique du premier ministre. Chaque fois qu'il va à l'étranger, comme la dernière fois, il a signé une entente qui a valu des milliards de dollars à Brookfield. Le premier ministre va-t-il vendre ses intérêts financiers dans Brookfield pour que les Canadiens aient confiance en son intégrité? Le ministre de l'Intelligence artificielle et l'innovation numérique. Monsieur le Président, l'opposition devrait arrêter ces théories du complot, devrait sortir un peu plus, arrêter de dire non et voir un peu qui dit oui au Canada. Pas besoin d'aller bien loin. Ce matin, j'étais à Kanata où Nokia a dit oui au Canada. Et dans la région d'Ottawa-Gatineau, 340 millions de dollars, un nouveau centre d'innovation va voir le jour qui emploiera 3600 Canadiens et 340 de plus. Il devrait faire ce que fait Nokia. Bâtir au Canada, acheter canadien et croire au Canada. L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands. Ça doit être inquiétant pour le ministre que le greffier du conseil privé croit dans les mêmes complots à tel point qu'il a vendu ses actions de Brookfield, sachant qu'il ne pouvait pas justifier le conflit d'intérêts, le même conflit d'intérêts qu'a le premier ministre. Il est censé gérer les conflits du premier ministre. Chaque fois que Brookfield fait de l'argent, le premier ministre, lui aussi, fait de l'argent. Même le PDG de Brookfield l'a admis avec 1900 compagnies qui appartiennent à Brookfield et qui ne sont pas sujetties à l'écran d'éthique. Pourquoi n'accorde-t-il pas aux Canadiens ce qu'ils demandent et ne vend-il pas les actions qu'il a dans Brookfield? Le ministre, Monsieur le Président, à propos d'entente, la semaine dernière, l'Allemagne a investi 1 milliard de dollars dans la technologie de défense canadienne. Il y a quelques jours, le premier ministre était aux Émirats arabes unis et a obtenu 70 milliards de dollars pour nos industries ici. Aujourd'hui à Ottawa, Nokia a annoncé qu'elle allait investir 340 millions de dollars pour appuyer des milliers d'emplois et exporter dans plus de 150 pays le monde. Et là, nous appelle et nous répondons à l'appel. Le député de Saint-Albert, Surgeon River. Monsieur le Président, les conflits du Premier ministre avec Brookfield sont partout. Hier, le PDG de Brookfield nous a dit que quand Brookfield fait de l'argent, le Premier ministre aussi. Est-il surprenant, donc, que le Premier ministre aide Brookfield à faire de l'argent, notamment en accélérant un projet de gaz naturel liquéfié qui appartient à Brookfield et en remettant de l'argent à l'Agence européenne spatiale qui se trouve sur un campus qui appartient à Brookfield. Le Premier ministre devrait vendre ses actions dans Brookfield. L'honorable ministre, Monsieur le Président, les théories du complot, les taxes imaginaires, c'est la façon dont les conservateurs disent non au Canada. Il faudrait plutôt qu'ils disent non. Aujourd'hui, Nokia a dit oui au Canada. Nokia a annoncé qu'il allait investir 340 millions de dollars dans un centre d'innovation. C'est de bons emplois. 2600 emplois au Canada, 340 de plus. Eh bien, ça a été annoncé aujourd'hui. Pourquoi? Nokia a décidé de bâtir au Canada, d'acheter canadien et Nokia croit au Canada. L'honorable député de Winnipeg-Ouest. Monsieur le Président, le 12 novembre,
on a vu le programme Maison Canada accélérer des projets partout au pays, notamment avec une grosse annonce à Nawi-Odena, à Winnipeg. Près de 320 nouveaux logements, dont 40% à un prix inférieur au prix du marché et en partenariat avec les Premières Nations du traité numéro 1. C'est justement le genre de progrès que mes électeurs veulent voir à Winnipeg-Ouest. Le ministre du Logement peut-il nous dire en quoi ces projets de Maison Canada à Winnipeg et ailleurs vont contribuer à fournir des logements plus abordables plus rapidement? L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de Winnipeg-Ouest. Merci pour son excellente question. Notre gouvernement, effectivement, fait des investissements générationnels pour bâtir les logements dont les Canadiens ont besoin actuellement. Le projet Maison Canada a annoncé le réaménagement de certains sites pour accélérer la livraison de logements à Ottawa, Edmonton et Winnipeg. Des milliers d'emplois abordables seront bâtis au Canada, des logements dont les Canadiens ont besoin. Les conservateurs vont-ils appuyer le crédit d'impôt pour les acheteurs d'un premier logement? Vont-ils permettre aux premiers acheteurs d'avoir accès à toutes ces économies, oui ou non? Montmorency Charlevoix. Quand Brookfield fait de l'argent, le premier ministre s'enrichit. Et ça, c'est pas nous qui le dit. C'est le chef des opérations de Brookfield lui-même qui nous l'a dit en comité d'éthique hier. Et comme si c'était pas assez, on a appris que 95% des entreprises détenues par Brookfield ne sont même pas couvertes dans le fameux écran éthique du premier ministre. Pire que ça, les deux personnes qui sont censées surveiller l'écran n'ont même pas accès à la liste complète des investissements du premier ministre. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi les intérêts de Brookfield convergent parfaitement avec le budget libéral déposé la semaine dernière? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je note bien que la teneur conspirationniste chez les amis de l'autre bord continue et persiste. Comme le député le sait très bien, pour l'avoir passé, je présume, la première fois, le code d'éthique qui régit les députés, les parlementaires, les hauts fonctionnaires au Canada est parmi les plus stricts au monde. Le premier ministre est le premier à suivre ce code avec rigueur et professionnalisme, Monsieur le Président. L'honorable député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, encore une fois, le gouvernement laisse les compagnies aériennes canadiennes violer les droits fondamentaux des personnes handicapées. Cette fois-ci, c'est WestJet qui a mis en place des restrictions de poids arbitraires qui empêchent les personnes en fauteuil roulant motorisé de prendre l'avion. Le résultat? Bien, on empêche les personnes handicapées de voyager en toute sécurité pour le travail, pour les études ou pour aller rendre visite à des proches. Quand les libéraux vont-ils combler les lacunes de la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées? Quand vont-ils faire respecter les droits des personnes handicapées et demander des comptes aux dirigeants des entreprises qui violent ces droits? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, bien sûr, nous maintenons le dialogue avec les compagnies aériennes canadiennes. Bien sûr, il faut que tous les membres de la société puissent participer à la vie en société. Nous voulons que le secteur des transports reflète cette valeur et cette générosité qui est la nôtre. Nous avons un bilan positif dans ce secteur et nous voulons renouveler notre engagement à améliorer l'accessibilité au Canada et nous le ferons en partenariat avec le secteur des transports. L'honorable député d'Edmonton Strathcona. Monsieur le Président, Daniel Smith s'est attaquée aux soins de santé. C'est du jamais vu. Si elle arrive à privatiser les soins de santé, ce sera le début de la fin du régime public universel à payeur unique au Canada. Et pourtant, c'est crucial pour l'identité canadienne. Des travailleurs des soins de santé de l'Alberta demandent au gouvernement de protéger les soins de santé et de faire appliquer la loi canadienne en matière de santé. Le premier ministre va-t-il protéger le régime des soins de santé publics? Va-t-il faire appliquer la loi au Canada ou va-t-il tout simplement faire une belle photo avec Daniel Smith? Honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Notre nouveau gouvernement va toujours protéger la loi canadienne en matière de santé et le régime des soins de santé universels au Canada. C'est pourquoi le budget 2025, avec le budget 2025, notre gouvernement investit dans notre système de soins de santé public, notamment avec des investissements générationnels, 5 milliards de dollars pour
investir dans l'infrastructure en soins de santé. Nous collaborons avec toutes les provinces et les territoires pour que tous les Canadiens puissent continuer à jouir d'un accès équitable aux soins médicaux nécessaires en fonction de leurs besoins médicaux et pas de leur capacité à payer. Cela met fin à la période des questions pour aujourd'hui. Nous serons de retour demain.